Docteur Ephraim Herrera, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes orientaliste, que vous êtes un expert du mouvement palestinien et justement je voudrais que nous parlions ensemble avec vous du mouvement palestinien, des changements qui sont en train d'intervenir au sein de ce mouvement. Mais tout d'abord une réaction par rapport à cet attentat qui s'est produit hier à Hadar. Comment, et en particulier sur un point assez troublant que tout le monde a remarqué ici en Israël, le terroriste palestinien qui a tiré en direction de la patrouille était un terroriste d'un village voisin d'Ar-Hadar. Il a tiré en direction de cette patrouille et dans cette patrouille se trouvait un habitant musulman comme lui de la localité d'Abu Ghosh et il l'a tué. D'une certaine manière, cet attentat renferme la complexité de ce conflit israélo-palestinien qui montre que des deux côtés, d'un côté il y a des Palestiniens qui continuent, qui poursuivent leur activité terroriste, de l'autre côté il y a aussi des musulmans qui ont une loyauté, on va dire, totale envers l'État d'Israël. C'est un cas un peu particulier, ce village d'Abu Ghosh. Comment vous analysez, vous regardez, vous appréciez cette réalité complexe? La veille de cet attentat, ce même Palestinien était considéré comme ayant une loyauté totale envers Israël, puisqu'il avait un droit de travail en Israël, il a travaillé longtemps à Hadar, et on le considérait comme totalement inoffensif, comme l'a indiqué la ministre de la Justice, Shaked, qui disait à tort d'ailleurs qu'aucun attentat n'avait été commis par des Palestiniens ayant le droit de travailler en Israël, alors que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Le problème est un problème de fond. Ce qu'on enseigne dans les écoles palestiniennes, c'est la haine d'Israël, la haine des Juifs, la haine de l'État d'Israël. Et d'un autre côté, il y a l'intérêt quotidien de la vie au quotidien qui fait que on a imaginé le taux de chômage des Arabes israéliens est peut-être de 6%, alors que le taux de chômage dans la bande de Gaza atteint 40%. Donc il y a du travail en Israël, les Israéliens sont accueillants, acceptent les Palestiniens, acceptent les Arabes comme étant leurs associés dans la vie de ce pays, mais cette éducation à la haine est en fait la base, le foyer sur lequel vont se développer ces terroristes. Et ça peut arriver à tout moment avec n'importe lequel des Palestiniens qui ont reçu cette éducation. Comment on explique ce cas tout à fait particulier de la localité d'Abu Ghosh, de cette population musulmane, arabe, israélienne, qui a toujours exprimé sa loyauté envers l'État d'Israël depuis le premier jour, depuis la création de l'État d'Israël? Oui et non. Hein. Rappelez-vous que Abu Ghosh, c'était la voie de passage pour arriver à Jérusalem pour tous les chrétiens et pour tous les juifs qui voulaient venir à Jérusalem. Et il fallait être très prudent et payer des sommes énormes pour pouvoir passer, ou sinon on risquait d'être tué. Mais c'était avant la création de l'État d'Israël. Oui, mais en fait, c'est un village qui vit essentiellement d'une économie basée sur le tourisme israélien, sur des achats de juifs israéliens qui viennent et profitent de cette localité très agréable dans les monts de Judée. Mais ça ne prouve pas que demain aussi un habitant d'Abu Ghosh puisse commettre un attentat terroriste. Le problème de base, je reviens sur le problème de base, c'est l'éducation et l'enseignement de la haine qui est propagé de manière éhontée et sans aucune opposition sérieuse, ni de la part du gouvernement d'Israël, ni de la part des pays qui soutiennent les Palestiniens, et qui, de manière évidente, fera que certains des Palestiniens passeront à l'acte. Alors, si déjà cette relation elle est déjà complexe, alors celle qui existe aujourd'hui entre le Hamas, ou qui n'existe pas entre le Hamas et le Fatah, entre l'autorité palestinienne et le Hamas dans la bande de Gaza, semble encore plus complexe. Et je vous avoue que depuis qu'on a appris qu'il y avait des efforts de rapprochement, qu'il y avait une volonté apparente du Hamas de céder la place à l'autorité palestinienne pour reprendre
tout ou partie du contrôle de la bande de Gaza, eh bien, on est un peu surpris. On essaye de comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer et quel est le jeu d'intérêt qui existe entre les deux composantes du mouvement palestinien depuis ces derniers mois. On comprend qu'il y a une influence de l'Égypte parce que cette annonce est intervenue tout de suite après des négociations intenses menées par le chef des renseignements égyptiens avec des responsables du Hamas. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cela? En fait, la clé, à mon avis, on la trouve dans le droit musulman. Le Hamas est un mouvement islamiste. Et la logique des islamistes est claire. Elle dépend de manière absolue du droit musulman. Et le droit musulman s'applique ici dans une situation qui, pour le Hamas, est catastrophique. En quoi la situation du Hamas est catastrophique? Je l'ai signalé tout à l'heure, le chômage atteint 40% de la population. Les financements des pays du Golfe ont été considérablement réduits. Sisi, le président égyptien, a bloqué la frontière avec l'Égypte suite au soutien de la bande de Gaza à la branche du Sinaï de l'État islamique. L'autorité palestinienne bloque les fonds, réduit les salaires, fait pression sur Israël pour faire un embargo sur les ressources énergétiques de la bande de Gaza. Et Tzuk Eitan, la guerre de 2014, a montré la force d'Israël, laissant des dégâts économiques considérables dus à la stratégie du Hamas, utiliser les sites civils pour combattre. Face à cette situation, il y a un principe du droit musulman qui s'appelle Dof el-Mu'minina, ce qui veut dire la faiblesse des croyants. Quand les croyants sont faibles, ils ont le droit et même le devoir, pour une période limitée, de délaisser le djihad guerrier pour l'intérêt de la nation musulmane, ce qu'on appelle la maslaha. Et à ce moment-là, on peut faire des alliances d'intérêt. Et le Hamas suit deux axes actuellement en parallèle. Le premier axe, c'est l'axe iranien. Oui. Yahya Sinwar, qui maintenant dirige la bande de Gaza, a déclaré le mois dernier que les liens avec l'Iran sont fantastiques. Et il a affirmé que le support militaire de l'Iran au Hamas et Al-Qassam, c'est la branche militaire du Hamas, est stratégique. Mais cette direction est une direction risquée, parce que ni Israël, ni l'Égypte, ni les États du Golfe ne le voient d'un bon œil. La deuxième voie semble beaucoup plus prometteuse. Elle est intimement liée à une personnalité clé qui est Mohamed Dahlan. Oui. Mohamed Dahlan, je voudrais rappeler en quelques mots quand même qui il est. Oui. Il est né en 1961 à Khan Younes, donc dans la bande de Gaza, c'est un Razaoui. Et à 20 ans, il a mis sur pied le mouvement de jeunesse du Fatah. Il a été emprisonné 11 fois dans les années 80 en Israël. Il connaît parfaitement la société israélienne, maîtrise parfaitement l'hébreu. Il a été intimement lié aux accords d'Oslo, nommé en 1994 par Arafat comme chef de la sécurité à Gaza. Oui. Suite à un désaccord avec Arafat, il a été un petit peu délaissé, mais tout de suite, en 2003, Abbas a nommé ministre de la Sécurité. Et en 2005, il a été nommé ministre des Affaires civiles. C'est lui qui a mené la guerre contre le Hamas en 2006-2007. Il a traité le Hamas à l'époque de bande d'assassins et de voleurs. Il était soutenu par Bush. Il est apprécié par Lieberman et par le gouvernement israélien. Il a été jugé en 2014 par contumace pour corruption. Oui. Et depuis, il habite à Abu Dhabi. Donc, c'est un personnage clé. Et c'est un homme qui s'est fâché avec Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui... Absolument, absolument. C'est l'ennemi numéro 1 de Mahmoud Abbas. L'ennemi numéro 1. Mais c'est un homme du Fatah. C'est pas un homme du Hamas. Alors, quel serait le plan, là, dans le cas précis? Il est clair. Il est affirmé clairement. Al Jazeera a publié les clés et les principes de ce plan. L'idée serait qu'il y ait un accord avec l'autorité palestinienne pour que le gouvernement du Hamas à Gaza cesse, il n'y ait plus de direction du Hamas à Gaza, et qu'à la place soit nommé un représentant du Fatah, qui serait Dahlan, donc qui dirigerait la bande de Gaza, et ensuite il y aurait des élections. L'idée à long terme de Dahlan est claire, c'est de prendre le pouvoir. Allô? Oui, je vous entends. Oui. Et donc, en fait, le Hamas n'a pas tellement d'autres solutions, puisque sinon il est réduit à rien, avec un taux de chômage tel et aucune ressource économique, et avec les ennemis qu'il a
en particulier En fait, vous êtes en train de dire que l'Égypte serait en train de pousser une sorte de mise en avant de candidature de Mohamed Dahlan afin que celui-ci remplace à court terme Mahmoud Abbas, qu'il s'impose comme le leader de l'autorité palestinienne et qu'il puisse opérer, alors là, un rapprochement véritable avec le Hamas, avec Sinwar. Oui, absolument. Et en fait, la condition que posera certainement le Hamas, c'est de ne pas poser ses armes et de ne pas démanteler le mouvement. Je pense que ce sera l'accord. Et donc et le Hamas devrait, à mon avis, mais ça on a bien le temps de le voir, réadopter la stratégie de base des frères musulmans, qui est de faire ce que j'appelle une guerre par la paix. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de moyens militaires pour gagner les guerres. On utilise des moyens économiques, des moyens sociaux. C'est ce qu'ils tentent de faire aujourd'hui en Europe. Hein, leur maître spirituel, El-Qardawi, a déclaré qu'il voulait une victoire en Europe qu'il appelle Fath Silmi, c'est-à-dire une victoire par la paix. Alors, du point de vue israélien, est-ce que ce scénario est problématique? En quoi il est problématique? Ou alors est-ce que finalement, c'est peut-être un moindre mal? Parce que Mohamed Dahlan, à la tête de l'autorité palestinienne, eh bien, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un avec lequel on a déjà traité, avec lequel on a déjà négocié. Ah, il est clair que le gouvernement israélien verra favorablement la montée au pouvoir de Dahlan, qui a été considéré comme on disait le président Bush, our guy, c'est notre homme. Donc il est apprécié de l'Occident, il est apprécié d'Israël, donc c'est clair qu'Israël visera à soutenir cette politique. Et Abbas, qui le considère quand même son ennemi numéro un, aura à faire face à 65% des Palestiniens Judée-Samarie qui demandent sa démission. Mais il y a deux risques principaux. D'abord, il ne faut pas oublier que les Palestiniens de Judée-Samarie ne sont pas les Palestiniens de Gaza et qu'ils se détestent en général et que les riches sont les Palestiniens de Judée-Samarie et les pauvres les Palestiniens de Gaza. Et en général, les riches n'aiment pas que les pauvres montent au pouvoir, même s'ils sont représentés par un des hommes riches qui est Dahlan, hein, qui a un patrimoine estimé à plus de 100 millions de dollars. Lorsque l'on dit qu'il n'y a plus rien de commun entre les laïcs du Fatah, de l'autorité palestinienne... Ah non, il n'y a pas de laïcs au Fatah. Il n'y a pas de laïcs, c'est une fausse image. Les Palestiniens sont à plus de 90% croyants. Mais alors est-ce que aujourd'hui, lorsque l'on dit qu'il n'y a que très peu de points communs entre le Hamas et le Fatah, c'est une erreur de parler comme ça? C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. La différence fondamentale tient à la politique, à la stratégie qu'on utilise. Mais les buts à long terme sont les mêmes. Quand vous lisez sur les sites palestiniens, les sites officiels de l'autorité palestinienne, quand ils font le rapport sur l'assassinat hier à Radar, ils parlent de istishhad, ils parlent d'un shahid, et ils le félicitent. Donc on a la même haine qui est là, et ils parlent de libérer tous les territoires. Ils parlent des implantations non seulement de Haradar, mais de Tel Aviv et toutes les implantations. Le problème est la stratégie à court terme. Quelle stratégie employer? Jusqu'à présent, la stratégie du Hamas était une stratégie de guerre, donc d'utiliser les armes, qui a échoué de manière lamentable. Et donc, il est possible qu'il y ait un rapprochement basé sur une stratégie qui ne soit pas guerrière, mais qui visera à démanteler Israël par partie. C'est-à-dire qu'éventuellement même faire des accords de non-belligérance avec des retraits de territoire, et ensuite passer à une voie guerrière. Eh bien, écoutez, on y voit un petit peu plus clair après vos explications. Effectivement, c'est un point intéressant de parler et d'évoquer l'arrivée, le retour sur le devant de la scène de Mohamed Dahlan, qui pourrait être d'une certaine manière donc le successeur de Mahmoud Abbas, et une sorte d'homme plus consensuel qui permettrait de s'imposer comme le leader de l'ensemble du peuple palestinien. Merci, docteur Ephraim Herrera. Je vous
je rappelle que vous êtes orientaliste et que vous avez rédigé plusieurs ouvrages, en particulier sur le Hamas et sur le mouvement palestinien. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com et bonne journée et Khatima Tova aussi. Merci à vous aussi et une très bonne année à tous les auditeurs. Merci, shalom, shalom. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel qui va nous présenter sa chronique Un jour, notre histoire.